Euh, alors, on enregistre la réunion, voilà. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, hein. On a eu quelques bugs. Moi, je m'en suis ému auprès du Quai d'Orsay, hein, le renvoi des identifiants, les adresses Yahoo, le site qui a été bloqué pendant quelques heures, mais à un mauvais moment pour les Français d'Amérique du Nord. Mais malgré ça, on a eu beaucoup de votes par Internet et j'ai pas mal mis de pression, je dois vous le dire, entre nous sur le Quai d'Orsay pour que ces bugs n'interviennent pas à nouveau pour le second tour. Vous avez sans doute d'ailleurs, la plupart d'entre vous, déjà reçu vos identifiants et vos mots de passe pour le second tour. On arrive en tête, on est 2 qualifiés, Florence Roger et moi. Évidemment, je commence par saluer et féliciter tous les candidats, hein, il y en avait une douzaine, qui ont participé à cette campagne. Il y en a 6 qui ont participé vraiment activement à la campagne. On a fait un débat de premier tour. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs, ces 6 arrivent dans les 6 premiers avec Gérard Michon qui n'était pas au débat mais qui lui aussi a fait un bon score. Donc Florence Roger et moi sommes qualifiés pour le second tour. Je note que parmi les candidats qui ne sont pas qualifiés, on a quand même 3 élus locaux et on y reviendra puisque Béatrice et Sophie, vous l'êtes aussi toutes les 2 élus locales. Je pense que c'est important. Et donc Gérard Michon, Franck Bondry et Patrick Caraco font à eux 3 à peu près 20%. Ce qui est un message important d'attachement des Françaises et des Français d'Amérique du Nord à leurs élus. Voilà. On est en tête avec un peu plus de 18 000 voix, avec un peu plus de 1000 voix d'avance sur Florence Roger de la France Insoumise. Et un nouveau débat commence. C'est un second tour qui débute, on va sans doute y revenir, avec 2 visions de la France extrêmement différentes, avec 2 programmes pour la France, l'Europe et le monde très différents l'un de l'autre, et des options aussi très différentes sur la manière dont on va gérer les Français d'étrangers que nous chérissons tous et qui sont aujourd'hui à l'écran. Merci Roland. Moi, je voudrais te poser une question assez spécifique en fait sur le programme des Français de l'étranger. Quelle est ta priorité pour les Français d'Amérique du Nord pour ce deuxième mandat? Alors, il y a évidemment des sujets d'importance que vous connaissez tous, fiscalité, éducation, mobilité, mais le sujet numéro 1 dont on m'a parlé, en fait, depuis bientôt 2 ans, qu'on vit avec une pandémie, même si on est en train d'en sortir, on porte encore le masque ici à Montréal, dans quelques endroits, notamment à l'aéroport, mais c'est la simplification administrative. On a encore des files d'attente très importantes pour renouveler des passeports, on a du mal à trouver des rendez-vous, à New York c'est compliqué, à Montréal c'est encore extrêmement long, et donc on souhaite vraiment vous simplifier la vie en dématérialisant les démarches administratives de renouvellement des papiers d'identité, passeport, carte d'identité, permis de conduire. On a déjà, j'allais dire, gagné une expérimentation qui va commencer très vite à Montréal et à Lisbonne pour les Français d'étrangers. Et on souhaite très vite généraliser tout ça. On est finalement quasiment le seul pays qui renouvelle des papiers d'identité avec une présentation en physique, hein, américain, irlandais, anglais, canadien. Vous n'avez pas besoin de renouveler votre passeport en vous présentant devant un officier d'état civil. Il faut vraiment qu'on arrive à simplifier tout ça. C'est aussi des sujets que vous me remontez, vous les élus locaux, hein. Béatrice, tu m'as encore interpellé aujourd'hui. Tu pourras peut-être présenter le cas, mais sur un sujet d'un permis de conduire où la France demande un certificat de bonne conduite à quelqu'un qui conduit depuis des années au Maryland avant de transcrire son permis américain, enfin son permis du Maryland, puisque vous savez que les permis sont par État en permis français. Il faut vraiment qu'on arrive à simplifier tout ça parce que malheureusement, ça fait partie des tracas qui empêchent les Françaises et les Français d'avoir une vie aussi simple que possible, quoi. La simplification des procurations, la pérennisation du vote électronique, bref, qu'on puisse être des Français à part entière malgré des milliers ou des centaines de kilomètres d'éloignement des consulats et des démarches administratives qu'on doit évidemment faire en tant que Français. Super. Peut-être avant de revenir sur justement ces questions très précises, parce que je pense qu'il y en aura aussi d'autres. Je vois Guillaume qui dit sans oublier les permis de roue, évidemment sans oublier les permis de roue. En effet. Je pense qu'on reviendra peut-être plutôt vers la fin de la réunion aussi sur toutes les questions spécifiques parce qu'elles correspondront aussi à les choses qu'on peut faire remonter comme élu et la façon dont on peut collaborer. Peut-être avant de venir dans ces sujets-là. Excuse-moi, Béatrice, je vois que monsieur Archanski lève sa main. Donc, est-ce que monsieur, vous pouvez attendre la fin et après, on vous donnera la parole? Je ne voudrais pas que vous gardiez votre main. Donc, on vous ouvrira le micro, mais on vous a bien vu. Donc, on va laisser un petit peu et je vous promets, on vous ouvre le micro dès que monsieur a fini la présentation. Très bien. Oui, peut-être l'autre question que je voulais aborder quand même pour justement
préparer ce deuxième tour, c'est la question aussi des enjeux nationaux finalement, parce qu'on a une élection qui est bien sûr locale, où on va élire notre député qui nous représente, mais c'est aussi une élection qui s'inscrit dans un contexte national où on vient de réélire en fait un président de la République, et c'est aussi l'issue de l'élection va déterminer si le président a sa majorité ou non. Donc, comment est-ce que tu vois l'importance de l'élection législative d'un point de vue de la politique nationale du pays, et puis de l'élection particulièrement législative des députés d'Amérique du Nord pour donner cette majorité au gouvernement? C'est un enjeu national, de mon point de vue, extrêmement, extrêmement important. J'ai parlé des résultats en Amérique du Nord. En fait, quand vous regardez les 11 circonscriptions des Français de l'étranger qui ont déjà voté au premier tour, il y en a 10 qui, au second tour, opposent les candidats de la majorité présidentielle aux candidats de la NUPES. Donc, c'est vraiment devenu un débat national, deux visions de société qui vont s'opposer à l'étranger et qui vont sans doute s'opposer dans un certain nombre de circonscriptions en France et qui, du coup, vont déterminer la majorité qui sera au Parlement. Donc, je pense que c'est important, effectivement, dans le cadre de ces échanges, de parler des enjeux des Français de l'étranger, mais l'élection à l'Assemblée nationale, c'est d'abord et avant tout une élection de députés qui vont ensuite voter les lois et voter le programme des 5 ans qui viennent. Et de ce point de vue-là, au moins le débat est clair. On a deux visions extrêmement antagoniques de la manière dont la France doit évoluer. D'abord, la place de la France dans l'Europe, la place de la France dans le monde. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon, qui s'auto-érige candidat à Matignon, au cas où la NUPES aurait la majorité, s'inscrit dans une logique de désobéissance à l'Europe. Moi, je suis un pro-européen convaincu. On a montré depuis 5 ans qu'on peut faire bouger l'Europe de l'intérieur, parce qu'on a beau être pro-européen convaincu, on n'est pas européen. On l'a changé en votant un plan de relance commun, on l'a changé en étant unis face au Brexit. On l'a changé, évidemment, en introduisant une dimension sanitaire dans la gestion de la crise, alors que la santé n'appartenait pas aux politiques de l'Europe. Et cette présidence française de l'Union européenne qui se termine en juin a permis de faire des avancées extrêmement importantes sur les domaines sociaux, le SMIC européen, sur des domaines numériques, la régulation du numérique pour les entreprises et pour les particuliers, sur l'environnement avec la taxation carbone aux frontières qui, j'espère, va arriver bientôt, etc., etc. Donc vraiment, notre position en Europe, c'est on bouge l'Europe de l'intérieur en discutant avec les partenaires et non pas en croisant les coudes et en désobéissant, ce qui est la stratégie proposée par Jean-Luc Mélenchon, qui, je le rappelle, il y a 5 ans, assumait totalement une politique de Frexit. Donc, il a mis un peu d'eau dans son vin, mais le vin reste extrêmement acide à mon goût. La position dans le monde, évidemment, avec des ambiguïtés vis-à-vis de la Russie, que moi je condamne depuis des années, depuis des mois, et même depuis jusqu'à il y a encore quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon considérait que la Russie était un partenaire comme un autre. Son américanophobie, sa germanophobie fait qu'il se méfie des Allemands, il se méfie des Américains, il se méfie aussi des Canadiens. On y reviendra peut-être si on parle du CETA. Et au fond, la place de la France dans le monde pour lui, elle est plutôt orientée à l'Est qu'à l'Ouest. Et de mon point de vue, c'est un vrai schisme entre lui et nous, entre lui et Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, qui est sa première ministre. Évidemment, sur la France, on a aujourd'hui une France qui va pas trop mal, franchement. On est au chômage le plus bas depuis 15 ans, on est au chômage des jeunes le plus bas depuis 30 ans, mais une France dont il faut reconnaître qu'elle a un modèle social aujourd'hui extrêmement dispendieux. On est le pays qui, au monde, dépense le plus sur les dépenses sociales et taxe le plus ses concitoyens. La France, elle est comme ça, c'est comme ça qu'on l'aime. Et moi, je considère que l'enjeu majeur d'un nouveau gouvernement, c'est plutôt de baisser les impôts que de les augmenter. Le programme de la France insoumise, c'est entre 250 et 300 milliards de dépenses nouvelles, financées évidemment par des impôts supplémentaires, dont une partie d'ailleurs vise à taxer les Français de l'étranger. Donc, il faut l'avoir en tête aussi. Donc, voilà, on a deux visions extrêmement différentes de la société, de la France, de l'Europe et du monde. On a évidemment des préoccupations communes, mais des désaccords fondamentaux sur les méthodes. On reviendra peut-être par exemple sur l'écologie. On est tous sensibles aux enjeux écologiques, mais alors les méthodes pour y arriver sont totalement différentes d'un côté et de l'autre. Et donc ça, il faut l'avoir en tête évidemment à la veille d'une élection législative importante et d'un second tour qui l'est énormément. Merci Roland. Monsieur Archowski, vous aviez une question? Alors, il faudrait que… Voilà. Voilà. Ouais, super. Oui, j'en ai une.
Merci beaucoup de participer à ce débat. C'est de savoir qu'est-ce qui peut être fait pour éliminer les disparités de traitement des demandes de retraite entre les Français de France métropolitaine et les Français de l'étranger. Ainsi, à titre personnel, moi j'ai un cas qui me concerne. Moi personnellement, j'ai instruit une demande en juin 2020 qui a été envoyée recommandée avec demande d'avis de réception au président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse responsable des cadres de l'étranger. Il m'a été répondu par leur site que la demande avait été prise en charge par un conseiller le 24 mars 2021. Un envoi fait le juin 2020, donc 24 mars 2021. Délai estimé de 4 à 5 jours. Si ma compréhension est correcte, je crois qu'on est aujourd'hui le 8 juin 2022 et je n'ai rien vu venir et je ne suis pas le seul dans ce cas. Tous mes concitoyens ici en France dont j'ai pu m'occuper des demandes de retraite dans le traitement avec la Social Security américaine souffrent des mêmes délais et je me demandais qu'est-ce qu'il faut faire pour que la CNAV puisse réussir à respecter sa parole écrite et honorer ses engagements. Également, oui. Une question corollaire. L'assurance maladie est supprimée pour ceux n'ayant pas atteint 15 ans d'activité professionnelle en France, affecte vivement de nombreux Français résidant à l'étranger. Et je me demandais si on pouvait faire quelque chose à cet égard. Enfin, en ce qui concerne les relations des non-résidents fiscaux français, citoyens français, avec le système bancaire français qui refuse d'ouvrir un compte courant pour des non-résidents fiscaux citoyens français. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur le député, qui puisse être fait pratiquement pour remédier à ces trois états de choses? Merci beaucoup, merci pour votre attention. Et juste avant de répondre, je pense que vous êtes à Philadelphie, n'est-ce pas? Oui. Oui, super. D'accord. À Philadelphie, 44 ans, oui. Bon, bravo pour votre fidélité à Philly. Non, mais d'abord, ce sont trois questions importantes qui nous reviennent souvent et qui sont assez révélatrices des enjeux administratifs dont je parlais tout à l'heure. La priorité, c'est de simplifier la vie. Il faut aussi qu'on puisse avoir accès à des interlocuteurs fiables, disponibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7, pour tenir compte évidemment des différents fuseaux horaires. Moi, j'ai proposé au président de lancer en France les maisons France Service en m'inspirant de ce qui existait au Canada pour que les Français de France puissent avoir accès à des services publics simplifiés, des personnes qui peuvent leur régler leurs problèmes quels qu'ils soient partout en France. Nous avons décidé de généraliser ce système dans le cadre du nouveau mandat, si vous nous faites confiance évidemment, aux Français de l'étranger. Et donc l'idée, c'est que quand on a un problème très concret comme celui que vous mentionnez, il y a un retard clairement inexplicable et inexcusable pour le traitement d'un dossier, que vous puissiez avoir directement accès à un agent qui puisse répondre à vos questions, éventuellement accélérer le dossier, ou si tel ou tel document est manquant, puisse vous le dire rapidement. Donc ça fait clairement partie de nos engagements. Sur le droit au compte, là aussi, c'est un sujet qui dure, sur lequel nous, on avait déjà alerté la Banque de France à plusieurs reprises. Vous savez que c'est essentiellement la réglementation américaine qui fait, je dirais, peur aux banques françaises, puisque la réglementation FATCA les conduit à devoir déclarer tous les comptes de citoyens américains ou, entre guillemets, soupçonnés d'américanéité aux États-Unis, à l'IRS, avec amende à la clé, qui les a conduits à être extrêmement frileuses. Clairement, on est intervenu plusieurs fois auprès de la Banque de France sur des sujets particuliers qu'on a permis de débloquer, mais là, on a décidé de changer de dimension et ça a été annoncé aujourd'hui par un décret
qui va obliger les banques françaises à ouvrir des comptes pour les citoyens français, qu'ils soient à l'étranger ou pas, pour que ce droit au compte qui est déjà dans la loi française soit assuré pour les citoyens étrangers. Et puis, la deuxième question, Béatrice ou Sophie, vous l'avez. C'était sur l'assurance maladie pour les retraités. Maladie. Donc, c'est vrai qu'on a passé, dans le cadre d'une loi de financement de la sécurité sociale, une loi qui faisait qu'on durcissait assez nettement, il faut le reconnaître, les conditions d'accès à la carte vitale pour les retraités qui ne sont pas en France. Hein. Donc, auparavant, il suffisait d'avoir cotisé 3 mois à un moment dans sa vie en France pour avoir droit à une carte vitale à la retraite, où que ce soit. Et je pense qu'on reconnaîtra tous que c'était un peu exagéré. Et donc, on a transformé cette disposition en donnant une cotisation minimum de 15 ans en France pour qu'une fois que vous ayez pris votre retraite, où que vous soyez dans le monde, vous puissiez avoir accès à une carte vitale. Donc, je le répète, si on prend sa retraite en France ou si on décide de se réinstaller en France à un moment dans sa retraite, quelle que soit la durée de cotisation, évidemment, on a le droit. Nous avons, nous, négocié pour que ceux qui avaient cotisé plus de 10 ans et qui avaient déjà leur carte vitale puissent la garder. Donc ça, c'était un premier allègement de la disposition qu'on avait négocié. La deuxième, c'est qu'on avait donné une période à ceux qui avaient cotisé au moins 5 ans pour se retourner et trouver une solution alternative. Les solutions alternatives, elles existent. Hein. Vous le connaissez, c'est notamment la Caisse des Français de l'étranger, ou pour certains pays, notamment la province du Québec et quelques autres provinces au Canada, on a des accords entre les sécurités sociales québécoises et françaises qui fait qu'on peut bénéficier d'une sécurité sociale dans un pays quand on est bénéficiaire de l'autre. Voilà, on a pas mal avancé là-dessus. J'entends que ça a créé quelques défis pour des personnes en particulier, mais globalement, je pense qu'on a quand même pas mal allégé cette mesure difficile. J'aimerais bien juste dire un truc sur le processus des retraites pour les gens qui sont aux États-Unis, parce que c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré là, depuis que je suis élue. Il y a des choses que parfois les Français à l'étranger ne savent pas quand ils prennent leur retraite aux États-Unis. Ils doivent faire forcément leur demande via la caisse américaine, même s'ils ont que des années cotisées en France. S'ils résident aux États-Unis, la demande doit être faite aux États-Unis. Et donc, ça se fait par la Caisse de Baltimore qui gère toutes les demandes des étrangers sur le territoire américain. Et ça génère en fait une sorte de double délai parce qu'il y a d'abord l'administration américaine à Baltimore qui doit gérer le dossier. Et ensuite, il y a la CNAV, une fois qu'elle reçoit le dossier de Baltimore, qui doit gérer le dossier. Et je pense que ce dont parlait Roland avec France Service, ça va aider sur le côté CNAV, où on pourra avoir une réponse peut-être plus rapide de ce point de vue-là, là où on a moins la main, et notamment pendant la pandémie, en fait, où c'était difficile parce qu'à Baltimore, ils avaient licencié tout le monde, et donc il y avait personne qui traitait les dossiers, donc il y a eu des délais énormes pendant la durée de la pandémie, même si en dehors de la pandémie, il y a aussi des délais. Donc, quand c'est dans Baltimore, on a moins la main, mais en fonction d'où vous êtes, le consulat, parfois, où vous êtes, peut avoir des contacts directs avec la Caisse de Baltimore, donc ça peut valoir le coup d'écrire aux affaires sociales de votre consulat. Donc, c'est quelque chose, et c'est pareil, c'est là où vos élus locaux aussi peuvent être utiles, parce qu'en fait, ils peuvent vous mettre en contact avec, c'est quelque chose que j'ai fait, en tout cas, moi, avec plusieurs personnes dans la circonscription, justement, à Philly et à Washington, avec les affaires sociales du consulat, pour traiter le dossier sur la Caisse de Baltimore quand il y a un problème au niveau de Baltimore. Et après, avec la CNAV, ça se passe plus effectivement du côté de l'administration française. Merci beaucoup Béatrice. Il y a une question, je trouve, assez intéressante par rapport à cette réunion aujourd'hui, c'est qu'on constate que la gauche radicale monte chez les Français du Canada. Et donc, j'aimerais demander, à Roland, peut-être Christo aussi, comment faire pour bien convaincre que c'est avec nous que l'on va réussir à apporter des gains concrets sur le plan social et environnemental. Le sujet de l'environnement revient souvent aussi, donc j'aimerais bien, avant que le temps ne nous dépasse, si on pouvait aborder ça aussi. Non, mais il est essentiel. D'abord, on est tous sensibles, évidemment, à la priorité environnementale. Et les jeunes, tu l'as dit, le sont encore plus. Et c'est normal, puisque c'est la planète dont ils héritent et avec laquelle ils espèrent vivre par définition plus longtemps que nous. Je veux quand même dire à des Françaises et des Français qui vivent au Canada et aux États-Unis qu'on n'a pas à rougir de la situation française. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire et à faire beaucoup. Mais aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre d'un Français moyen, elle est inférieure de 2,5 à celle d'un Canadien moyen et inférieure d'un facteur 3
à celle d'un Américain moyen. Un Américain émet 3 fois plus de gaz à effet de serre qu'un Français. Donc ça, il faut en être conscient, parce qu'évidemment, c'est là que vous vivez. Et donc, n'hésitez pas aussi à mettre la pression ici, notamment pour ceux qui votent ici, pour que les États canadiens et américains fassent autant que la France pour lutter contre les gaz à effet de serre. Parce qu'évidemment, tout ça, ça fait des coûts pour nos industries, ça fait des enjeux de compétitivité dont on a, nous, tendance à payer les coûts. On a un bilan, je pense, dont on n'a pas à rougir dans ce quinquennat. On a été peut-être un peu moins dans l'incantation, un peu moins dans l'affichage d'objectifs ambitieux que des mandats précédents. Un exemple, le mandat précédent sous François Hollande s'était engagé à fermer les centrales à charbon. Ils ne l'ont pas fait. Et engagé à fermer une centrale nucléaire Fessenheim. Ils ne l'ont pas fait non plus. On a fermé les centrales à charbon, on a fermé Fessenheim. On a aussi développé le parc automobile électrique. Il faut que vous sachiez que grâce à des primes d'achat aux véhicules électriques, l'année dernière, on a vendu plus de voitures électriques en France que de voitures non électriques. On est un des seuls pays au monde dans lequel on a eu ce type d'explosion, c'est le cas de le dire, des ventes de véhicules électriques. On a rénové des logements. On s'est engagé dans la sortie des véhicules thermiques. Alors, à horizon de 2040, l'Europe vient en fait d'adopter un règlement pour lequel on ira même plus loin, plus vite, on sortira des ventes de véhicules thermiques en 2035. Donc, il y a vraiment des objectifs ambitieux, des mesures concrètes, des résultats concrets qui ont été atteints. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a réduit les gaz à effet de serre 2 fois plus vite que le mandat précédent. Donc, on avait baissé d'1% par an les émissions de gaz à effet de serre dans le mandat précédent. On est passé à 2% par an. C'est déjà ça. Il faut encore doubler. Donc, il faut aller encore plus vite, encore plus loin. Vous l'avez vu, la Première ministre, moi je suis extrêmement fier qu'on ait une Première ministre, une femme, mais surtout une femme extrêmement compétente, qui a été ministre de l'écologie, qui a été ministre des Transports et qui va pouvoir porter dans sa feuille de route elle-même, au niveau de Matignon, la transition écologique. On n'a pas une, mais 2 ministres de l'écologie, une chargée de la transition énergétique, pour développer les énergies alternatives, éolien, solaire, etc., développer le nucléaire du futur. Là encore, c'est une différence énorme avec la France insoumise qui souhaite sortir du nucléaire. Nous, on souhaite le développer en tenant compte évidemment des enjeux modernes du nucléaire et notamment de la gestion des déchets, mais le développer parce qu'on est convaincu que c'est une des seules manières, avec les énergies alternatives, de développer ce qu'on appelle un mix énergétique permettant de continuer à faire baisser les gaz à effet de serre et de développer les véhicules électriques, qui sont la manière la plus efficace de les baisser. On souhaite accélérer la rénovation des logements, puisque, vous le savez, pour ceux et celles en tout cas qui vivent au Canada, en général, les logements sont extrêmement bien isolés ici. Ce n'est pas le cas en France. On a besoin de mieux isoler nos bâtiments publics, de mieux isoler nos bâtiments privés, de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est simple, en France, les gaz à effet de serre, c'est le transport, le logement et un peu l'industrie, à laquelle on a aussi des mesures très fortes. Je voudrais juste finir pour dire que notre vision de l'écologie, c'est une vision de développement, c'est une vision d'opportunité. On est convaincu qu'il y a 100 000 emplois dans le développement des énergies alternatives, l'hydrogène, les batteries du futur, les éoliennes, le solaire, qu'il faut aller chercher. Donc, il faut créer des filières, il faut être proactif. Et ce n'est évidemment pas en taxant et en interdisant qu'on va y arriver. Donc là encore, on a une vision extrêmement différente de nos opposants sur ce sujet fondamental. Merci Roland. J'aimerais revenir sur… Il y avait 2 questions au début du chat qui concernaient plutôt des politiques locales de nos gouvernements américains et canadiens, et ça fait un petit peu lien avec ce que tu disais, où aussi des fois, finalement, c'est nos pays locaux sur lesquels il faut faire des changements. Mais du coup, toi, en tant que député des Français de l'étranger, et donc les questions précises, je ne sais pas si, pour les résumer, il y en a une, c'était sur l'obligation américaine d'avoir un test pour revenir quand on revient sur le territoire américain. Pour l'instant, il faut un test qui s'applique d'ailleurs à tout le monde. Il ne s'applique pas qu'aux étrangers, il s'applique aussi aux Américains. Et l'autre, c'est l'obligation canadienne, l'interdiction canadienne de se déplacer quand on n'a pas de vaccin. Donc, toi, en tant que Français de l'étranger, en tant que député des Français de l'étranger, quelles sont tes interactions un petit peu avec l'administration locale et quelles sont tes occasions de représenter nos intérêts par l'administration locale, même si, bien sûr, tu ne peux pas décider ce que les pays locaux font. Non, mais c'est essentiel, et ça recoupe une question que vient de poser Camille, qui dit en gros, quelle est notre marge de manœuvre, à la fois en France et à l'étranger. Elle est forcément limitée. On est 11 sur 577 en France, et on est 1 en Amérique du Nord. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est nulle.
on est à peu près, je pense, un des seuls pays au monde qui bénéficie de ces députés de la diaspora, élus en tout cas directement au suffrage universel. On a aussi 12 sénateurs, on a des élus locaux, Béatrice, Sophie et quelques autres peut-être présents ici en ligne. Et donc, c'est tout ce réseau d'élus locaux et nationaux qui nous permettent de générer de l'influence, à deux conditions. Un, de le faire en étroite collaboration avec nos diplomates, donc sur le travel ban, sur les dispositions canadiennes prises qui ont rendu la mobilité très difficile. On est intervenu. Moi, je suis intervenu auprès des élus canadiens, par exemple, quand les jeunes Français ont eu du mal à venir au Canada étudier. Ça, c'était à l'automne 2021. On était en pleine élection ici. On avait resserré les contraintes dans tous les sens pour des raisons de Covid. Et du coup, les étudiants français avaient du mal à obtenir leur visa. On est intervenu auprès des élus canadiens qui eux-mêmes sont intervenus auprès du gouvernement, en parallèle avec les diplomates français d'Ottawa. Sur le travel ban, idem. Je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à faire plus, nous, Français, ce que les Italiens font très bien, ce que les Grecs font très bien, ce que les Ukrainiens font très bien, c'est se serrer les coudes pour intervenir ensemble, en utilisant davantage nos élus locaux. Quand on a eu, par exemple, la hausse des tarifs sur le vin français, qui ont affecté de manière très forte des importateurs, des distributeurs, des vendeurs de vin français, je pense qu'on aurait dû davantage, tous ensemble, intervenir auprès des gouverneurs, auprès des maires, auprès des representatives, donc des députés américains, pour mettre de la pression de notre côté, en bottom-up, comme on dit, pour faire remonter cette pression en disant derrière ça, il y a des jobs aux États-Unis et vous devez vous-même mettre la pression sur le gouvernement Trump pour que ces tarifs soient supprimés. Donc voilà, on peut faire mieux. On n'a pas évidemment le pouvoir qu'on aurait si on était 577 députés des Français de l'étranger, mais il faut reconnaître quand même qu'on a cette chance et qu'il faut pouvoir s'en saisir. En tout cas, moi, sur les sujets nationaux en France, je collabore avec l'ensemble des députés des Français de l'étranger, d'ailleurs, y compris ceux sur certains sujets qui sont dans l'opposition. Et aux États-Unis et au Canada, je m'engage peut-être encore plus que ce que je l'ai fait dans le mandat précédent à travailler avec vous, les élus locaux, et là aussi, quelle que soit la sensibilité politique qui est la leur. Une question de M. Antoine Vard, mais je ne sais pas si tu peux lui ouvrir le micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ouais, donc, juste une question pour vous, Monsieur Lescure. Donc, dans l'électorat d'extrême droite, il y a une fraction assez importante qui est très anti-globaliste. Et pour cette raison, il y en a certains qui préfèrent soutenir l'extrême gauche que la majorité présidentielle, y compris certains des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont préféré soutenir Marine Le Pen. Donc, est-ce que vous pensez que ça pourrait nous nuire éventuellement à cette élection et si oui, comment est-ce qu'on pourrait faire pour éventuellement essayer de réinstaurer un peu cette confiance en les institutions européennes et nationales comme l'OTAN et les instituts internationaux comme par exemple les Nations Unies, etc. C'est une question essentielle, et ce clivage qu'on a parfois tendance à simplifier, mais qui au fond est juste entre ce qu'on appelle les populistes et les progressistes, avec du coup des alliances parfois un peu improbables sur certains sujets entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Aujourd'hui, au Parlement européen, l'extrême droite et l'extrême gauche se sont alliés avec certains partis de la gauche traditionnelle pour repousser la taxe carbone aux frontières. Bon, la gauche pensait qu'on n'allait pas assez loin, l'extrême droite pensait qu'on allait trop loin, ils se sont alliés pour repousser, ce qui pour moi était un bon compromis. Je le regrette, mais c'est comme ça. Il y a d'autres sujets, vous l'avez dit, notamment la relation au monde, la relation à l'autre, la relation à la globalisation. Souvent, on a tendance à faire converger certaines parties de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Comment on fait pour contrer ça? Oui, on rend confiance dans les institutions internationales en montrant qu'elles peuvent changer, qu'elles peuvent être drivées par les résultats. Je pense qu'on l'a fait en Europe. Vraiment, moi, je suis extrêmement fier de tout ce qu'on a fait en Europe. J'en ai dressé un portrait rapide tout à l'heure. Il faut qu'on le dise et qu'on le redise. Mais j'espère que vous avez eu votre passe sanitaire et que vos élus locaux vous ont permis de l'avoir si le système ne marchait pas. Le passe sanitaire français que le monde entier nous enviait, il était évidemment lisible dans les 27 pays de l'Union européenne, alors que vous savez bien que pendant un certain temps, ça a été compliqué entre les différents États américains et le petit papier CDC, c'était quand même pas du même niveau que le pass sanitaire français. Donc, on a fait des choses très concrètes. Il faut le dire et le redire. Moi, je suis extrêmement fier. Ça aussi, ça a été voté hier, que ça, c'est terminé.
on va avoir un seul chargeur en Europe. Et ça va permettre évidemment d'abord de donner du gain de pouvoir d'achat, parce que j'ai perdu suffisamment de chargeurs dans ma vie pour me dire que ça coûte cher et que vous êtes Apple ou Samsung, évidemment, ça vous coûte 2 fois plus cher si jamais vous avez 2 outils différents entre votre tablette et votre téléphone. Et puis surtout, évidemment, c'est de la simplification. C'est ce que je disais tout à l'heure, simplifier la vie concrète des Français. Donc, il faut vraiment montrer que de manière très concrète, les instances internationales, ça sert à quelque chose. Et puis, il faut être très clair sur le programme des extrêmes en question. Je veux dire, quand M. Mélenchon dit avec ses yeux de chimène « je veux désobéir à l'Europe », c'est exactement ce qu'il disait il y a 5 ans, l'Europe, tu la changes ou tu la quittes. Moi, je ne souhaite pas quitter l'Europe. Je souhaite la changer de l'intérieur, en collaborant, en négociant, en faisant avancer, et certainement pas en faisant ce qui ressemble d'une manière ou d'une autre à une certaine forme de bras d'honneur. Donc, il faut mettre en avant entre 250 et 350 milliards de dépenses supplémentaires. Ça, c'est le programme de la France insoumise. Comment on va payer? Il faut le dire, ça. On sort des traités internationaux du libre-échange. Très bien. Vous savez combien de décathlons ont ouvert au Canada depuis qu'on a signé le CETA? Le Club Med qui ouvre au massif de Charlevoix, Airbus qui achète Bombardier aéronautique, Alstom qui achète Bombardier Transport pour en faire un champion mondial du matériel ferroviaire avec des dizaines de milliers d'emplois au Canada, aux États-Unis, en France. Voilà, moi je suis fier qu'on puisse avoir des entreprises françaises qui conquièrent le monde. Et ça suppose effectivement que les frontières restent ouvertes, sans naïveté, notamment sur les enjeux sociaux et environnementaux, de manière peut-être plus moderne et un peu moins béate que ce qu'on a fait depuis 30 ans, mais qu'on garde un monde ouvert. Moi, j'y suis extrêmement attaché et je pense que vous, vivant à l'étranger, vous y êtes aussi. Super. Sophie, tu avais une question sur les aides sociales, peut-être? Non, oui, plusieurs personnes ont parlé effectivement du manque de moyens dans les consulats. Donc, il y a une personne qui proposait effectivement une aide, une assistante sociale qui serait volante dans plusieurs consulats. Et une autre personne pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut aider les femmes et les hommes français à l'étranger quand ils sont dans des problématiques de divorce et de garde d'enfants. Parce que les consulats ont de moins en moins de personnel. Donc, voilà, donc la personne souhaitait relayer. J'ai renvoyé quelques petites adresses, mais je ne sais pas s'il y a justement, est-ce que c'est dans le rôle justement du député? Comment est-ce qu'on fait pour faire améliorer tout ça? Alors, d'abord, j'ai tendance à dire surtout bravo et merci Sophie, parce que tu le dis très modestement, mais vous avez, avec notamment Marine à Philadelphie et quelques autres, et ça s'est géré du Nord, pendant la crise sanitaire, mis en place un dispositif d'entraide. Je pense qu'on peut mettre d'ailleurs l'adresse de ce dispositif dans le chat pour que tout le monde l'ait, qui permet de mettre en commun des gens qui ont des besoins avec des gens qui sont prêts à aider. Typiquement, moi, j'échange souvent avec, c'est malheureusement souvent des femmes qui sont dans des positions personnelles extrêmement difficiles, de divorce, parfois même de violences domestiques, et c'est évidemment beaucoup plus compliqué quand on est loin de ses bases, loin de sa famille, loin de ses parents, et qu'on fait face à ce genre de situation extrêmement difficile. Et autant je disais tout à l'heure que les Français ont du mal à chasser en meute sur des sujets un peu administratifs ou économiques, autant ils sont extrêmement solidaires. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse généraliser ces dispositifs. On est évidemment, nous, au service des gens pour les aider à se faire aider, mais évidemment, on est un peu loin de tout le monde par définition, étant le seul député d'un grand continent pour aider les gens personnellement. Mais moi, je souhaite vraiment que là, les élus locaux puissent le faire. Alors, c'est vrai qu'il y a des dispositifs particuliers d'aide qui sont en place, qui existent, d'aide sociale, qui ont été d'ailleurs extrêmement renforcés pendant la crise parce que des gens ont perdu leur job, des gens ont eu des difficultés sociales extrêmement importantes. Donc, on a augmenté l'aide sociale auprès des Français de l'étranger et un certain nombre de Français d'Amérique du Nord en ont bénéficié. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à mettre en place ces tissus d'entraide locale. Je vois que le site a été mis dans le chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est vraiment une très belle initiative qui permet à la fois à des gens de se faire aider, mais aussi à des gens qui souhaitent aider, de le faire de manière un peu plus organisée. Peut-être que Christopher, tu veux rajouter quelque chose, puisque tu es mon suppléant sur notamment ce qui a été fait pendant la crise, parce que Christopher, il était jusqu'à il y a quelques jours conseiller du ministre des Français de l'étranger, en charge des Français de l'étranger, donc tous les dispositifs d'aide qui ont été mis en place pendant la crise, c'est beaucoup à lui qu'on les doit.
Non, mais écoute, très rapidement, en plus de tout ce qui est fait, il y a des aides sociales pour les Français qui sont en difficulté. Donc, il y a une aide qu'on a appelée l'aide Covid, SOS Covid, qui a permis aux Français qui en avaient besoin d'avoir une allocation spécifique et minimale, et qui a permis à environ, j'avais les chiffres en Amérique du Nord, environ 500 à 600 Français d'avoir une allocation de 500 à 600 euros, donc ça peut toujours être utile. En fait, il y a beaucoup de dispositifs dont vous ne connaissez pas forcément tous les tenants et les aboutissants, et c'est vrai que c'est important que vous soyez proche de vos consulats. C'est pour ça aussi que vos élus locaux sont là, parce que c'est le relais entre les deux, et Sophie comme Béatrice sont très ouvertes, donc évidemment écrivez à votre député, mais aussi profitez-en pour prendre les contacts de vos élus qui sont ici présentes, et il y en a bien sûr d'autres d'opposition qui travaillent tous très bien. Moi, j'étais conseiller des conseillers des Français de l'étranger, et j'ai travaillé pendant 2 ans avec absolument tout le monde. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que généralement, quand on aide les gens, il n'y a pas de couleur politique. Et donc, sur ces questions-là, il y a une forme de consensus absolu. Ce serait bien qu'il y ait le même consensus sur les enjeux politiques, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de choses à faire, et vous avez répertorié ces points-là. Mais voilà, je voulais ajouter qu'il y avait aussi des mécanismes sociaux qui ont été beaucoup développés pendant la crise, d'un montant d'environ 50 millions d'euros sur la période 2020-2021. Béatrice, si je peux me permettre, j'ai eu une question, mais je pense qu'elle m'a été envoyée en privé dans le chat sur l'éducation. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, notamment l'éducation des jeunes Français à l'étranger et des jeunes Français en Amérique du Nord. C'est vrai que ça fait partie de nos priorités, et je laisserai Christopher encore compléter la réponse, parce que c'est vraiment un sujet qui lui est cher, mais qu'on n'a pas encore livré la marchandise, comme on dit au Québec. C'est-à-dire que le président s'est engagé à doubler le nombre d'enfants qui apprennent en français, qui apprennent le français, qui apprennent pas nécessairement dans une école française, mais en tout cas dans le dispositif large d'enseignement du français et en français dans le monde. Hein, vous le connaissez, ce dispositif, il est extrêmement varié. Il y a les lycées français, il y a les écoles publiques. Au Canada, évidemment, il y en a beaucoup. Aux États-Unis, il y en a un peu moins, qui ont des dispositifs francophones ou bilingues. Les écoles de Chartres, les réseaux Flammes, qui permettent d'apprendre du français ou en français le soir ou le samedi. On souhaite, ça a commencé, mais continuer à développer ce système de manière extrêmement ambitieuse, parce qu'on est convaincu qu'au-delà des vaisseaux amiraux que sont les écoles françaises, on a vraiment intérêt à développer cet écosystème de manière large, parce que de plus en plus, les Français qui vivent à l'étranger sont souvent dans des couples binationaux, par exemple, et souhaitent que leurs enfants aillent dans l'école locale, mais sont très preneurs d'une éducation française ou en français. Donc voilà, on a mis le paquet là-dessus, mais il faut qu'on le fasse davantage. On va créer notamment des institutions de formation des professeurs, parce que ce qui manque avant tout pour ouvrir des écoles françaises, c'est les profs. Et on a des enjeux de détachement qui sont toujours compliqués. On souhaite aussi aider les Françaises et les Français qui veulent avoir accès au réseau Flamme via des chèques directs qui leur permettront de prendre des cours en direct. On souhaite moderniser le CNED et le simplifier. Bref, on a vraiment tout un dispositif assez large pour amplifier très largement le dispositif d'apprentissage pour les jeunes Français qui vivent à l'étranger. Et puis, je complète quand même par un truc qui, moi, m'est cher, c'est qu'on souhaite que le service national universel qui a été mis en place en France puisse être généralisé pour les jeunes qui vivent à l'étranger, de manière à ce qu'ils puissent, pendant un mois, intervenir dans une association, intervenir dans un service public, de manière bénévole, pour se frotter, je dirais, à la chose publique, se frotter aussi à des jeunes qui viennent d'ailleurs. On pourra le faire soit dans le cadre de séjours en France, soit dans le cadre d'associations, d'appui à des associations françaises en Amérique du Nord. Peut-être une dernière question de Xavier qui lève la main avant de conclure la réunion, Roland. Oui. Alex, je ne sais pas si tu peux… Si tu peux le unmute. Allô? Ça y est. Oui. Allô? Oui. Oui, Christophe, tu parlais tout à l'heure qu'il est possible d'avoir des aides sociales françaises. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus?
Oui, bien sûr. Bah, écoute, Xavier, je te reconnais. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message parce qu'en fait, nous, on peut faire le lien directement avec le consulat. Et puis après, il y a évidemment des conditions de ressources. Mais généralement, l'avantage qu'on a à l'étranger par rapport à la France, c'est que le lien se fait de façon assez spontanée avec les consulats. Donc, il y a probablement moins de formalisme que ce qu'on retrouve pour les aides sociales en France. Mais évidemment, c'est toujours quand même sur des critères sociaux et tout ça. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message et puis je te mettrai en lien avec le consulat de Montréal. Tu es toujours à Montréal? Bah, écoute, voilà. Envoie-moi un mail, je t'envoie mon mail en perso. Alors, il y a encore des questions, je vais les prendre rapidement. Bon, il y a des questions personnelles. Là, je vous engage vraiment à écrire aux députés, roland.lescure@assemblée-nationale.fr sur les questions personnelles de cas particuliers. Mais faciliter le vote au présidentiel pour ceux loin des bureaux de vote. À ce stade, on n'a pas le vote électronique à la présidentielle. J'espère qu'on l'aura dans 5 ans. Je n'en suis pas sûr. Donc, si jamais on ne l'a pas, la meilleure manière de voter à distance, c'est de faire une procuration. Moi, je souhaite qu'on dématérialise complètement les procurations d'ici les prochaines échéances présidentielles. Cette fois-ci, il y avait une plateforme qui marchait pas trop mal de procuration. Vous pouvez encore utiliser d'ailleurs si vous souhaitez faire une procuration pour le second tour de la législative, mais ce n'est pas complètement dématérialisé. Il faut encore se rendre dans un consulat ou si vous êtes en France, dans un commissariat de police ou dans une mairie. Moi, je souhaite qu'on dématérialise complètement les procurations. Nous, on a mis, la majorité présidentielle en plus, en place une plateforme de matching, comme on dit, des procurations pour que ceux qui souhaitent voter, alors à la présidentielle, c'était pour Emmanuel Macron, à la législative, c'est pour moi, puissent trouver quelqu'un qui est prêt à voter pour eux. Donc peut-être qu'Alexandre peut mettre les liens des deux systèmes de procuration. Le premier, de mémoire, c'est procuration.gouv.fr, mais il va vous le mettre, qui permet de faire les démarches initiales pour se déclarer, voulant donner une procuration, qui permettent de simplifier ensuite le passage au consulat ou au commissariat de police, et notre plateforme à nous de procuration qui permet de matcher des gens qui souhaitent voter dans le même sens, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions rapides qu'on pourrait prendre? Voilà, risque de hacking. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que le problème de la présidentielle, c'est que, à ce stade en tout cas, évidemment, il y a un risque de hacking qui est moins important pour des élections législatives qui sont plus locales, si je puis dire. Voilà, je pense qu'on a… alors, y a-t-il des démarches à faire du consulat de Chicago à faire avant son départ définitif après 37 années de vie aux USA? Eh bien, Pascal, bravo, parce que survivre 37 ans aux hivers de Chicago, franchement, chapeau. Donc, il faut se désinscrire du consulat. Il y a, quand vous retournez sur le site du Quai d'Orsay, un certain nombre il y a une checklist sur le retour en France qui est assez utile quand même, sur les enjeux de l'inscription à la sécurité sociale, de permis de conduire, etc. Donc, je vous engage à la faire. Et puis, welcome back to France, parce qu'après 37 ans, vous allez voir, bon, je suis sûr que vous êtes resté en contact, mais ça a quand même un peu changé. Mais il faut demander effectivement un certificat de changement de résidence pour des questions d'impôt qui se fait assez rapidement et assez facilement. Je me demande si aujourd'hui, ce n'est pas déjà dématérialisé, ça. Je sais que sur San Francisco, au moment de la crise Covid, ça a été fait de manière très facile. Donc, il faut juste demander surtout le certificat de changement de résidence pour des questions d'impôt, pour pouvoir faire votre déménagement et qu'il ne soit pas taxé à l'arrivée. Et donc, l'autre truc à faire, puisqu'on parlait des permis au début de cette réunion, c'est de demander justement à votre DMV local votre certificat de bonne conduite avant de partir, parce qu'en général, ça dépend des DMV, ça dépend des États, mais en général, vous ne pouvez plus faire cette demande une fois que vous êtes en France et vous en aurez besoin pour faire convertir votre permis américain en permis français. Donc, c'est un truc à demander avant de partir. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, donc je voulais vraiment, vraiment sincèrement vous remercier d'avoir passé une partie de votre soirée avec nous, alors que le printemps pointe son nez, j'espère, partout en Amérique du Nord. Ah, il y a Laurent qui vient de lever la main. Ouais. Est-ce qu'on peut le prendre rapidement? Laurent et Mimoun, donc on prend 2 questions et j'essaierai de faire des réponses rapides.
Bonjour, bonsoir à tous. Laurent Facchinetti, Terrebonne, région Grand Montréal. Tout à l'heure, on parlait d'écologie. Moi, j'étais quand même assez surpris pour les présidentielles que Emmanuel Macron en fait, ait bâti un peu sa campagne sur la construction des éoliennes. Moi, personnellement, je ne suis pas très convaincu. Alors peut-être vous en discutez entre vous, peut-être vous pouvez nous éclairer, mais pour moi, une éolienne, c'est comme ça produit du style entre 1 et 3 mégawatts. Une centrale nucléaire, surtout les dernières générations, elles produisent 1600 mégawatts, donc il faut à peu près 1200 éoliennes, voire plus, pour avoir, on va dire, la quantité énergétique d'une centrale nucléaire, sachant qu'en plus, l'éolien, c'est variable. On sait aussi que, j'ai lu des études, qu'en fait, sur un parc éolien assez important, on a surtout les premières éoliennes qui sont face au vent, qui prennent le maximum du flux d'air. Celles qui sont sorties, elles prennent moins de flux d'air parce qu'il y a la mécanique du flux. Puis, il y a aussi le recyclage des pales, parce que les pales, elles ont une certaine durée de vie. J'ai vu que certains matériaux n'étaient pas recyclables, qu'il y avait de l'enfouissement de pales. Il faut construire des grands socles en béton. Enfin, moi, il me semble que le jeu en vaut pas trop la chandelle. Alors, peut-être que vous allez me dire, si, on s'est appuyé sur des experts, c'est rentable et tout ça, puis ça a du sens. Mais moi, j'ai quand même des doutes. Un deuxième point aussi, c'est on a parlé de la voiture électrique. J'ai vu des commentaires tout à l'heure là sur le chat qui émettaient aussi des réserves quant à la voiture électrique. On sait qu'effectivement, on a moins de gaz à effet de serre, mais par contre, pour produire les batteries, on a des métaux lourds. Moi, je suis électronicien, donc je connais un petit peu le domaine. Puis, que vont devenir les décharges quand dans 10 ans, les Tesla et puis les autres voitures électriques vont devenir... Parce que là, en fait, on a créé la voiture jetable. C'est-à-dire qu'une fois que les batteries sont mortes, on prend la voiture, on la jette et on en rachète une autre. Donc, que vont devenir les décharges quand des voitures-là vont se retrouver, on va dire, inutilisables? Alors, je ne sais pas, peut-être vous pouvez... Pardon. Non, c'est bon, j'ai terminé. Vous posez deux très bonnes questions. Donc, sur les éoliennes, il y a des rapports extrêmement complets de RTE, qui s'appelle Réseau Transport Énergie. Je vous engage vraiment à les télécharger, qui examine en gros, je pense que c'est 6 scénarios alternatifs pour arriver à la neutralité carbone en 2040, tel qu'on souhaite le faire et tel que l'Union européenne s'est engagée à le faire. Je pense qu'il y a un seul scénario alternatif dans lequel on est en tout alternatif, c'est-à-dire zéro nucléaire. Et franchement, vous l'avez dit, il est très instable parce que les énergies alternatives, sauf quand au Québec, on a des tonnes d'eau qui permettent d'avoir des barrages extrêmement efficaces, ou peut-être dans le désert du Nevada où il fait soleil à peu près 362 jours par an, c'est extrêmement instable. Donc le tout alternatif, ça n'existe pas. Et le tout nucléaire non plus. Parce que les besoins d'électricité vont être tellement importants qu'on a besoin de compléter. Moi, je crois beaucoup à la diversification des sources. Ce qui est vrai, vous l'avez dit, c'est que les éoliennes terrestres, on en arrive vite à la limite, en partie pour les raisons de bilan écologique que vous avez notées, en partie aussi du fait d'une acceptabilité sociale, dont il faut reconnaître qu'elle n'est pas très forte. Moi, je me souviens, j'ai grandi au moment où on construisait des autoroutes puis des TGV. C'était aussi compliqué de construire des autoroutes et des TGV en France. Ça ne nous a pas empêché de les construire. Donc, il faut faire un peu attention parfois aux réactions un peu épidermiques qu'on a, qui sont forcément ce qu'on appelle le NIMBY, not in my backyard, comme disent les Américains, qui est de bonne guerre, mais qui ne doit pas empêcher le bien public de continuer. La bonne réponse à ça, quand même, et nous, je pense qu'on a 50 fermes éoliennes prévues en développement dans les 2 ou 3 décennies qui viennent, c'est l'éolienne en mer, qui est plus efficace, qui peut avoir des pales plus grandes et qui peut permettre de capter davantage de vent sans les effets que vous mentionniez. Et donc ça, on a vraiment un projet de les développer. Les enjeux de recyclage sont importants, on y travaille, et je pense que déjà d'ailleurs, les éoliennes ont beaucoup progressé sur ce point particulier, elles sont beaucoup plus efficaces aujourd'hui en termes de taille, et on va continuer à le faire. Et pareil sur les voitures. Aujourd'hui, le bilan écologique d'une voiture électrique, il est meilleur qu'une voiture hybride, y compris, mais pas de beaucoup. Exactement pour la raison que vous mentionnez, parce que les batteries, elles sont construites ailleurs, donc il faut les importer, donc il faut les mettre dans des paquebots, et ça pollue. Et 2, elles sont très peu recyclables aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment les 2 sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Construire des batteries en Europe. Il y a 5 projets de méga usines de batteries
dont un dans le nord de la France, construit en commun entre les Français et les Allemands. Et puis, le recyclage des batteries fait partie évidemment des choses sur lesquelles on doit évoluer. Troisième point pour finir, l'hydrogène est pour nous une source, en tout cas d'avenir, qui devrait permettre de régler une partie de ces problèmes de batterie. Et donc, on a décidé dans le cadre de ce qu'on appelle le plan France 2030 d'investir beaucoup dans la recherche sur cette nouvelle source d'énergie. Mimoun. On arrive sur la fin de la réunion, mais il y a plein de questions qui fusent. Mais peut-être, Mimoun, et après, on a une autre question sur comment augmenter la participation, qui pourra peut-être une façon de conclure sur le vote. Bonjour. Voilà, moi j'ai une question parce que moi ça concerne… Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Moi, c'est plus pour l'éducation que je m'intéresse, étant donné que j'ai des jeunes enfants. Je sais que l'accès à l'école, moi je veux que mes enfants aillent dans une école française, même je vais à Toronto. Vous êtes où? À Toronto, d'accord. À Toronto, exactement. Donc, on a une seule école. Et c'est ça, je me dis des fois que c'est si on peut d'avoir des extensions dans la région de Grand GTA, parce qu'on est quand même Toronto. Moi, j'habite à côté de Toronto, mais pas vraiment à côté, à côté de l'école. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des projets, comme par exemple ce qui a été fait à New York, on a une école Manhattan, au Brooklyn et à New Jersey. On peut avoir un peu certaines antennes, plus de choix. De plus en plus, on a de plus en plus de Français sont ici. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a un projet pour ça, pour vraiment développer l'école? Parce que moi, j'ai envie que mes enfants aillent dans le système français. Voilà. Donc, c'était ça ma question. Très bien. Alors, d'abord, on est à Toronto la semaine prochaine. Donc, venez nous voir. Vous recevrez sur la LEC. On va faire un débat de second tour demain à Montréal. Et ensuite, on a décidé de faire un road trip avec Christopher, mon suppléant, plutôt dans l'Est, dans le Nord-Est et essentiellement au Canada où on était très peu présent dans la campagne de premier tour. Donc, on va à Québec samedi, à Trois-Rivières dimanche. On sera à Ottawa lundi et à Toronto mardi. Donc, suivez votre LEC, suivez votre email, vous allez recevoir des nouvelles de nous. C'est vrai que les écoles françaises dans le Greater Toronto, c'est pas facile. Nous, on s'est pas mal engagé auprès des autorités locales. On travaille là-dessus, là aussi, la main dans la main avec le consulat, mais c'est pas facile. Vous le savez, il y a des enjeux, notamment avec le gouvernement provincial, sur la francophonie, qui n'est pas très favorable et sur lequel on a besoin, évidemment, de pousser. Donc, on va continuer à pousser là-dessus. Évidemment, on n'est pas en charge des politiques locales, mais on espère pouvoir avancer en étroite collaboration avec les autorités provinciales et surtout les autorités, je dirais, du Grand Toronto. Béatrice. Oui, on arrive à la fin. Est-ce qu'on a le droit de prendre une dernière question? Parce qu'on a une dernière main qui s'est levée. Dis juste à M. Toulier que je vais lui répondre. Dis juste à M. Toulier que je vais lui répondre parce que là, il a l'air de s'épuiser. Mais Très bien. Alors, M. Toulier, on va répondre dans la conclusion. Et peut-être une dernière question de Jean Renel, si on peut la prendre, puisqu'il vient de lever la main. Et puis après, c'est vraiment la dernière, parce que vous faites que lever les mains au dernier moment et on avait dit 1 heure. Allez-y. Allô, bonsoir, je vous salue, Monsieur Roland. Bonsoir. Alors, ma question pour vous ce soir, c'est que, évidemment, c'est un sujet qui m'est plus ou moins, comment pourrais-je dire ça, qui est très important à mes yeux. C'est par rapport avec ma fille ou bien mes filles qui sont plus ou moins nées à l'étranger ici aux États-Unis et que pour moi, c'est très important de garder cette identité française. Et une éducation française est vraiment très importante pour mes filles et autant que françaises. Mais le fait que je voudrais savoir par rapport à ce que M. Macron, quand il était élu, il a dit que oui, qu'il allait s'occuper des enfants et spécialement l'éducation des enfants à l'étranger. Alors, je pense que si vous tous les deux, vous êtes plus ou moins dans le même agenda, que je voudrais savoir qu'est-ce que vous aurez fait pour l'éducation de nos enfants ici, spécialement à Philadelphie, parce qu'autant que Français, je pense que c'est un devoir à l'État de plus ou moins former leurs enfants, parce que ça fait partie de leur responsabilité. Alors, je ne vois pas que ça fait beaucoup de sens qu'un enfant soit français et qu'il ne parle pas trop le français. Merci Jean-René. J'allais vous demander où vous étiez, mais vous nous l'avez dit en fin de… Donc, je fais une réponse rapide parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, puis Béatrice complétera puisqu'elle est votre élue locale et qu'elle connaît bien et qu'elle adore Philadelphie. On s'est vu avec Jean-René à Lancaster.
D'accord. Non, mais ça fait partie des priorités. Ce n'est pas simple de développer l'enseignement en français. On ne va pas monter des lycées français partout avec des coûts y afférents. Et du coup, forcément, là encore, des impôts à aller chercher pour financer tout ça. Donc, il faut qu'on arrive à développer les offres alternatives, ce qu'on appelle les charter schools, les public schools, les conventionnés, donc les aider via l'AEFE à monter en gamme sur l'enseignement bilingue. Il y a des États où ça se fait beaucoup. Il y a des villes où ça se fait pas mal, à New York notamment, et à Brooklyn et à Manhattan. Donc, il faut qu'on arrive à se rapprocher. Et là, vraiment, c'est pour ça que je veux passer la parole avec Béatrice, il faut qu'on fasse ça la main dans la main avec vos élus locaux. Souvent, ça se fait au niveau de ce qu'on appelle les school boards, c'est-à-dire les conseils d'écoles locaux, qui sont soit municipaux, soit gouvernementaux, pour pouvoir les convaincre de développer des offres bilingues. C'est évidemment beaucoup le cas dans certains États américains pour ce qui est du bilingue anglo-espagnol. Il faut qu'on arrive à développer le bilingue anglo-français dans le cadre d'écoles publiques. Et de ce point de vue-là, vraiment, on a besoin de professeurs, donc il faut qu'on les forme. Et là, on a un plan là-dessus. Mais on a aussi besoin d'être plus présent localement pour représenter la France et la langue française auprès de ces school boards. Oui, peut-être juste un truc à rajouter. Je pense quelque chose qui est difficile, effectivement, c'est la géographie, par exemple. Vous parlez de Philadelphie, mais c'est vrai que même si vous êtes plus proche de Lancaster que de Philadelphie, rien que ça, en fait, c'est pas tout près pour les écoles. Et donc, on ne peut pas avoir des écoles partout. L'autre truc que je voulais mentionner dans cette région-là, c'est les flammes, bien sûr, qui sont très développées dans cette région, notamment à Wayne, il y a Fila Flamme, qui ouvre en plus des nouvelles antennes. Par exemple, ils en ont ouvert une à Princeton, donc c'est plus au nord. Mais c'est le genre de choses où, par exemple, s'il y a une demande autour de Lancaster, par exemple, où il peut y avoir aussi une ouverture de classe via cette association-là. Et c'est quelque chose que, comme c'est local, en fait, juste en général, les nouvelles femmes ouvrent parce qu'il y a une demande de parents. Il y a ensuite, ils prennent contact, par exemple, avec leur flamme la plus proche. Et ils embauchent des professeurs, ils trouvent des professeurs pour ouvrir une nouvelle école. Et comme le gouvernement a accordé, je crois que c'est 2 millions de crédits flammes, c'est justement pour permettre l'ouverture de nouvelles structures, donc soutenir un petit peu ces frais initiaux, peut-être de formation des enseignants, etc., trouver des enseignants. Donc ça, c'est un autre levier à faire, à développer. Et je trouve que justement, ça correspond à la réalité de notre terrain, nous, aux États-Unis, où on a un territoire qui est très grand. On ne peut pas avoir des écoles françaises partout, mais on a des profs de français, soit dans les écoles publiques, soit des parents, etc., qui se mobilisent. Et donc, on peut soutenir ces choses-là. Et je trouve qu'il faut continuer à développer ces choses-là comme le gouvernement l'a fait au cours du mandat précédent. Je pense qu'on va clôturer, si ça vous va bien. Il y a d'autres questions qui abondent sur l'Ukraine. Je ne sais pas si, Roland, tu veux parler rapidement d'Ukraine. Ouais. Ouais, j'ai parcouru le chat là, pour essayer de voir les questions effectivement, auxquelles on n'a pas répondu. Je le répète, s'il y a des questions personnelles, n'hésitez pas à nous écrire à l'Assemblée. J'ai une équipe parlementaire qui encore pendant 2 semaines, 10 jours, y répond. Et ensuite, évidemment, si je suis à nouveau élu, je le ferai dès le premier jour. Et sinon, mon successeur, ou plutôt ma successeur, le fera également sur les cas particuliers. Pour ce qui est de mon avenir, puisque visiblement, un des auditeurs s'intéresse beaucoup à mon avenir et me prédit un avenir ministériel. Moi, je me présente à la députation et je suis très heureux de me présenter à la députation. Et j'espère être réélu comme député des Français d'Amérique du Nord parce que franchement, je le dis sans flagornerie, je trouve que c'est la plus belle circonscription du monde. J'adore l'Amérique, j'ai vécu au Canada pendant une dizaine d'années. Ça fait maintenant 5 ans que je parcours l'Amérique du Nord dans tous les sens à votre rencontre. J'adore l'Amérique du Nord et j'adore les Français d'Amérique du Nord parce qu'ils ressemblent à l'Amérique du Nord et ils sont avant tout quand même très français. Et donc, on a souvent le meilleur des deux mondes. Des Français qui sont ouverts sur le monde, qui ont le goût de la liberté, qui ont le goût de l'entrepreneuriat, qui ont le goût du risque et qui restent évidemment très attachés aux valeurs françaises d'égalité, de fraternité, de laïcité, auxquelles moi je suis aussi extrêmement attaché. Donc voilà, je suis très heureux dans ce mandat. J'ai hésité parce que je dois vous avouer que personnellement, c'est une contrainte assez forte, c'est un engagement personnel assez fort, de passer 1 semaine à 10 jours par mois à voyager à travers l'Amérique du Nord à mon âge. Franchement, ce n'est pas ce dont j'ai rêvé, mais c'est extrêmement enthousiasmant. J'ai décidé de me représenter.
est-ce que pendant le mandat, il est possible qu'on me propose des responsabilités ministérielles? Franchement, je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que si on me les propose sur une mission intéressante et sur laquelle je pense que je peux faire la différence, je l'accepterai parce que je serai extrêmement fier de servir mon pays. Et surtout parce que j'ai un suppléant extrêmement compétent. Et donc, je n'aurai aucune inquiétude si ça venait à arriver sur le fait que vous seriez toujours extrêmement bien servi. Christopher, il a travaillé avec moi pendant les 2 premières années à l'Assemblée. Il a ensuite travaillé ces 2 dernières années auprès du ministre des Français de l'étranger comme conseiller spécial sur les Français de l'étranger. Il est franco-américain, il a un restaurant dans l'État de New York. Bref, il coche, à mon avis, toutes les cases d'un bon député des Français de l'étranger. C'est pour ça que je l'ai choisi comme suppléant. Maintenant, ce qui arrivera, arrivera. C'est aujourd'hui extrêmement peu probable. Donc, je n'ai pas de plan caché, en tout cas, pour répondre à la question directe. Mais si ça arrive, ou si il m'arrivait par malheur de perdre la vie, parce que c'est la deuxième position dans laquelle le suppléant peut aussi prendre ma place, je n'aurai aucune inquiétude sur le fait que vous seriez extrêmement bien servi. Voilà, cet appel touche à sa fin et vraiment, moi, je souhaite insister sur le fait que c'est une élection qui n'est pas tout à fait comme les autres. On se retrouve face à une élection législative dans laquelle ce sont vraiment 2 modèles extrêmement différents qui s'opposent. J'ai vu des questions sur l'Ukraine, c'est un exemple parmi tant d'autres sur lequel, effectivement, M. Mélenchon n'a pas la même vision qu'Emmanuel Macron et que sa première ministre, Elisabeth Borne. Les députés européens ont voté contre la livraison d'armes à l'Ukraine, les députés insoumis. Les députés français insoumis ont voté contre la résolution qui condamnait les crimes perpétrés par la Chine contre les Ouïghours. On a une vision des équilibres géopolitiques extrêmement différente. Moi, je considère effectivement que l'OTAN est un atout, que l'Union européenne est un atout énorme pour la France et que ni l'un ni l'autre ne sont une contrainte extrêmement forte qu'il faut avant tout faire vaciller. On la fait évoluer, mais on la tient et on vit avec. Je suis persuadé que des entrepreneurs, que les entreprises, elles font partie de la solution pour la transition écologique. Elles ne font pas partie du problème. On n'arrivera à accélérer la transition écologique que si tout le monde est à bord, si tout le monde se serre les coudes, et si on arrête de diviser et d'opposer les uns et les autres, les éoliennes contre les nucléaires, les entreprises contre les citoyens, les consommateurs contre les agriculteurs, etc., etc. On a tous besoin d'être à bord. Je suis désolé, le programme Insoumis, c'est un programme de division. Nous, on essaye, et ce n'est pas facile, de rassembler sur ce sujet. Et puis enfin, sur les Français de l'étranger, oui, c'est une question qui m'a été posée aussi sur la taxation. Est-ce qu'un jour, on va se retrouver taxés, nous, parce qu'on a tellement de services publics que ça va devoir nous être facturé? Eh bien, la réponse est, avec nous, non. On va tout faire pour continuer à baisser les impôts, et en tout cas, on ne va pas les augmenter. C'est un engagement très clair d'Emmanuel Macron. La France insoumise souhaite taxer les Français de l'étranger. Jean-Luc Mélenchon, je pourrais vous envoyer, si vous voulez, l'extrait vidéo, a dit il y a 2 mois, même pas il y a 1 mois, que vous viviez en enfer ou au paradis, j'irai vous chercher et vous paierez vos impôts. Moi, ce n'est pas ma vision de la citoyenneté. Je souhaite que les Françaises et les Français qui payent leurs impôts, comme vous et moi, au Canada ou aux États-Unis, puissent le faire, et que ceux qui payent leurs impôts en France puissent le faire aussi. Mais je connais suffisamment de Franco-Américains qui doivent remplir 2 déclarations tous les ans, payer 3 000 ou 4 000 $ d'experts comptables parce que l'ARS les suit jusqu'au fin fond de l'Alsace, pour ne pas avoir envie de faire subir ça aux Français qui vivent aux États-Unis ou au Canada et qui payent leurs impôts comme tous les bons citoyens qu'ils sont. Donc vraiment, vous commencez à voter par Internet vendredi, 10 jusqu'au 15, vous votez à l'urne le 18. Si je peux vous demander une chose pour conclure, c'est voter, voter, voter et surtout, faites voter autour de vous. Cette élection, elle n'est pas faite. Et donc, votez, et de préférence, votez pour moi et pour Christopher. Merci. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Allez, à bientôt.